Ce que je voudrais évoquer aujourd'hui, puisque chaque mois, il s'agit de prendre la philosophie d'aujourd'hui. En fait, Corinne Pelluchon, elle est née en 1967. C'est une jeune femme qui est professeure très active, notamment, il suffit de regarder ses ouvrages, hein, pour des choses qui parlent du soin, elle a été beaucoup interviewée ces dernières années, et c'est pas du tout ce dont je vais parler, sur le soin de la fin de vie, par exemple, sur la prise en charge de la douleur, sur ces choses qui commencent à apparaître dans l'univers des idées et du social en France, de pouvoir terminer sa fin de vie médicalement. Elle a cité beaucoup, je ne le ferai pas ici parce que c'est un peu complexe, mais en gros, un philosophe qui s'appelle Lévinas, qui vient un peu de la phénoménologie. J'expliquerai un tout petit peu ce que c'est pas essentiel, et ce qui va avec, voilà, cette idée du vieillissement, du soin, en fait, de quelque chose qui est dans l'air du temps, dont je reparlerai l'année prochaine aussi, parce que cette philosophie du soin, c'est quelque chose qui est très concret. Ce que je voulais dire dans cette présentation, c'est que finalement, les philosophes d'aujourd'hui, ils pensent ce qui nous arrive, et ils pensent des choses qui nous aident à penser demain. Vous verrez que quand on regarde cette théorie de la catastrophe de Pablo Servigne, elle en parle un petit peu aussi, cette évolution de la cause animale, ce qui l'a fait un peu plus connaître, puisque les véganes, c'est un sujet qui est très passionnant, parce que c'est tout le déclenchement de toutes les discussions possibles qui ressembleraient presque à une affaire Dreyfus. Ils en ont parlé, hop, ça y est, ils sont tous disputés, foutus sur la gueule. Mais le sous-titre est important, c'est-à-dire politiser la cause animale, comment ça va devenir un enjeu politique. Tout ça pour dire que mon enjeu, il est triple, c'est, je dis EPS, voilà, expertise, découvrir des choses assez pointues pour pas prendre les gens qui gentiment viennent m'écouter pour des débutants, pour aller creuser, lire vous-même. Je vais pas résumer le livre, mais donner suffisamment envie de le découvrir. Le partage, l'expertise, ça c'est d'être précis, d'être sur des gens d'aujourd'hui. Et puis le partage et le plaisir de se dire, tiens, en fait, on peut penser le présent et le voir un peu autrement. Voilà le sujet du jour, les nourritures et philosophie du corps politique, c'est-à-dire comment la nourriture est devenue un enjeu de nourriture, si on va de politique. Si on va vite, celui de se nourrir, elle va le dire, implique des gens qui ont travaillé avant à fabriquer la nourriture, qui vont travailler à la nourrir, découper, servir, amener jusqu'à soi, ce qui était déjà un sujet intéressant, très peu traité dans l'histoire de la philosophie, on va le voir, et peut-être parce que c'était trop quotidien aussi, parce que ça n'avait pas l'air d'avoir du sens, mais il en a pris notamment, et je m'appuierai, c'est là où le S, c'est surprise, j'essaierai de faire découvrir des choses que vous connaissez peut-être pas, en montrant notamment des extraits de films. C'est que c'est le développement de cette nourriture industrielle aussi qui, je vais monter Tricatel, où De Funès et Coluche sont sidérés par de la nourriture qui est fabriquée par des robots, tout simplement parce que le hors-saison, la quantité de nourriture qui est jetée est devenue un enjeu politique très fort, puisque on a de quoi avoir tout ce qu'on veut tout le temps, en fait, tout le temps, tout le temps. Et cette accélération, cette transformation, elle est pas vieille, en fait. Elle s'est développée sur cette époque industrielle qui a un début et qui vraisemblablement est en train de vivre sa fin. Et ce qui fait que regarder de la philosophie aujourd'hui peut faire du bien, il me semble, c'est, mis à part la curiosité, c'est aussi de se rendre compte que quand les choses ont un temps, un début, une fin, quand elles finissent, elles sont moins tristes ou moins noires qu'on ne pourrait l'imaginer d'abord. Alors, un petit extrait pour commencer, c'est que l'idée de repas, je ne vais pas parler donc d'animaux forcément, je ne vais pas parler de type de nourriture, mais plutôt j'ai appelé ça engloutir, c'est-à-dire ce moment où c'est tout à fait animal, justement. Il faudrait remplir une poche et il n'y a rien de renommé ici. Mais en quoi l'alimentation est un fait politique? Eh bien, il commence par du cinéma et par des rapports sociaux tout le temps. Donc, je m'appuie sur ce petit blow-up. Et si, en prévision des festivités gastronomiques de fin d'année, nous terminions la saison 2016 de Blow Up par un sujet sur le repas? Car des repas au cinéma, il y en a. Des repas qui ouvrent un film dans Y a-t-il un flic pour sauver le président ?
se déroule en grande partie le temps d'un repas. C'est le cas par exemple du festin de Babette, où Stéphane Audran organise un grand repas dans un petit village danois pour faire connaître un peu de la cuisine française. C'est le cas également de La règle du jeu de Jean Renoir, avec sa réception, ses convives, mais aussi son chef cuisinier plutôt rigide. Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mer La Bruyère? Madame La Bruyère, moi je vais être comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies. Voilà, on a déjà des tas d'éléments qui se mettent en place. Le repas, c'est un endroit social où on discute, où on goûte, on se fait goûter. Donc celui qui sait, le cuistot, va être celui qui donne la norme, qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous le savez, ça se retrouve aussi dans une partie éducative, c'est-à-dire on éduque son goût, on préfère quand même raisonnablement les frites au chou-fleur à un moment donné, et puis à un moment donné ça s'inverse. Comment est-ce que ça s'inverse? Ça, c'est tout à fait une question d'éducation, et l'éducation dans cette société où tout va vite est un enjeu passionnant. Et puis, vous voyez, il est pour les régimes, cette fascination de la nourriture industrielle qui grandit devant nous, a développé cette idée de régime, évidemment, qui fait que notre corps doit être contrôlé, il doit être, et on sait qu'il y a des époques pour ça très différentes, gros, mince, sportif, adapté. Toute cette histoire du corps peut aussi se questionner. Sinon, évidemment, il y a la grande bouffe de Marco Ferreri et ses convives boulimiques jusqu'à l'implosion. Voilà, Marco Ferreri, si vous l'ignorez, c'est l'époque, on est entre 68 et 74. La grande bouffe, c'est 4 copains qui vont se suicider en mangeant. C'est-à-dire, ils vont bouffer. Ils vont des scènes de finale redoutables. Sans oublier L'Ange exterminateur de Louise Buñuel, où les convives ne vont bientôt plus pouvoir quitter le salon pour de mystérieuses raisons jamais explicitées. Un film de Buñuel sur l'empêchement, qui en rappelle un autre, Le charme discret de la bourgeoisie. Mais qui peut venir à cette heure-ci? Où les convives, systématiquement, ne parviennent pas à manger, interrompus, par exemple, par des militaires. Voilà, le fait social, il est dans le fait que le cinéma, le théâtre s'intéresse au moment du repas, puisque c'est aussi un moment centralisé avec une pièce unique qui permet de se parler et qui fait, alors astuce française, c'est le meilleur moment pour négocier, c'est le meilleur moment pour discuter que la table. Ça fait vraiment partie d'une stratégie. Il faut voir au Japon, en Corée, la possibilité de manger tout seul sans parler à personne, en étant côte à côte, ça arriverait vraiment peu en France, avec une astuce qu'un historien de la philosophie a décrit. C'est comme ça que je vais commencer avec un petit bout d'histoire. C'est que s'il y a très peu de philosophes qui ont pensé la nourriture, c'est peut-être parce que on ne peut pas parler et manger en même temps. Ça a l'air tout bête, mais penser le fait de se nourrir, la régularité, la quotidienneté, le fait de remplir un estomac et qu'il se vide. D'ailleurs, les deux entrées-sorties sont assez peu discutées. Et on va voir que si des gens comme Onfray ou Nietzsche s'intéressent à ça, c'est parce que le corps va être une façon pour eux de questionner notre esprit. On a une histoire de la philosophie qui est très, très idéaliste. On serait une espèce de corps parfait extérieur. Une des premières traces, la plus ancienne que vous avez dû voir passer en souvenir en classe de terminale, c'est le banquet qui ne parle pas de nourriture en fait, mais qui est un prétexte à la fin d'un repas pour disserter sur des idées. Chacun son tour, on doit l'évoquer. Et puis pour ceux qui seraient végétariens ou qui s'intéressent à cette question-là, on a plus tard qu'on est en 50, on est vraiment au moment d'Astérix, entre moins 50 et plus 100. Qui va le premier écrire sur manger la chair, c'est-à-dire traiter sur les animaux, qui est l'occasion de s'interroger, non pas d'être végétarien spécialement, même si ce texte est ressorti beaucoup, a été beaucoup lu, acheté ces derniers temps, mais pourquoi tuer une autre espèce animale, ce qu'on retrouve là, voilà, juste pour le plaisir de quelques pauvres bouchées de chair, nous privons une âme du soleil, de la lumière, de la vie, du temps dont elle était née dans ce monde pour jouer. Voilà, quelle autorité aurait l'homme pour exercer son pouvoir sur un autre animal, ce que va reprendre Corinne Peluchon. Voilà, le traité sur les animaux, ça a été très très réédité, puis c'est téléchargeable gratuit, ça fait même pas 5 pages. Et j'en profite aussi pour rappeler que le très connu de cette époque-là, c'est en 1530, j'ai passé de 50 à 1530,
c'est le Pantagruel qui est l'occasion de fantasmer, parce que François Bon, qu'on vient de voir passer, va questionner ce Pantagruel, Folie Rabelais, et dedans Rabelais, fantasmer une espèce d'ogre qui mangerait de tout et qu'on voit en illustration en train de piquer à la fourchette des moutons. Et cette espèce de fantasme du bien manger français, il est aussi très fabriqué par l'histoire. Et ce que redit François Bon quand il analyse ce Rabelais, c'est plus que l'histoire de la nourriture, du plaisir qui est ce qui va faire qu'on va s'intéresser en France à qu'est-ce que c'est que le goût et qu'est-ce que ça signifie que goûter. Ce que Bourdieu rappelle, c'est que les plaisirs de la bouche sont inférieurs aux plaisirs intellectuels, aux plaisirs des oreilles, aux plaisirs des yeux. Donc on va mettre du temps à s'intéresser à ça. C'est le XVIIIe siècle qui va commencer à s'intéresser à comment l'homme est fait, pas qu'un pur esprit. Mais ce que rappelle François Bon, parce qu'il s'est amusé, cette espèce de fou ogre, à faire un défi avec du Rabelais en 30 jours, 30 extraits de livres qui durent 15 minutes. Et il rappelle une chose qui est pas si anecdotique que ça et qui me plaît à vous montrer, c'est que chez Rabelais, dans ce Pantagruel, nous allons entrer dans la bouche du géant. Donner sans aucun commentaire. Simplement dire à quoi il faut faire attention. Par exemple, à ça. Le narrateur rentre dans la bouche du géant. Or, qu'est-ce que c'est le géant? C'est une création de langue que le narrateur lui-même a fait exister à lui seul. Voilà. Si vous regardez bien le schéma, qui est important parce que ça va être un clin d'œil extérieur, c'est que un auteur Rabelais invente un personnage et l'auteur Rabelais qui écrit l'histoire entre dans la bouche de son propre personnage. Et donc, il entre dans la bouche de... C'est un truc très contemporain dans sa logique. C'est le type qui parle entre dans la bouche de celui qui parle dans l'histoire. En tant qu'auteur, mais en tant que celui qui a dit et dit pour les autres l'histoire de ce géant. Et puis, peut-être autre chose, plus important, ce qu'il va trouver à l'intérieur de la bouche du géant, eh bien, c'est justement un autre rapport d'énonciation de la langue et de la réalité ordinaire. Il va trouver des villes, Poitiers, Rouen, il va trouver des montagnes, il va trouver surtout des gens qui travaillent, des scènes, il va même être employé lui-même pour travailler dans la bouche du géant. Et je crois que c'est ça, pour moi, qui symbolise le plus ce petit livre qu'est le premier Pantagruel de Rabelais. Comment l'auteur, qui a déployé une machine verbale, va se risquer dans l'intérieur de la machine verbale pour se confronter à quelque chose qui n'est pas le verbal, mais qui est comment vous, lecteur, accédez à la réalité, à votre réalité par celle qui vous est montrée. Et là, on entre dans l'âge moderne du livre. Voilà, ce qu'il est en train de décrire, c'est que si on prend un terme d'aujourd'hui qui n'est pas adapté, mais qui pratique l'idée d'hypertexte, je lis un texte sur Wikipédia, je clique sur un lien qui m'amène sur un autre texte, qui m'amène sur un autre texte, qui m'amène sur un autre texte. Et cette réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un texte, c'est-à-dire comment n'importe quel texte s'appuie sur des références qui l'ont précédé, ce que les philosophes ont beaucoup interrogé. François Bon est en train de nous dire que la modernité de Rabelais, elle est dans ça, en fait. Elle est dans le fait que le narrateur s'amuse à entrer dans la bouche. Vous avez bien entendu, il y a des paysages, il y a des rochers, des montagnes, et puis on peut même se faire embaucher pour bosser à l'intérieur de la bouche. Il y a donc plus que quelque chose d'un ogre qui mange et qui dévore, et du plaisir cette façon de montrer un Rabelais un peu grossier. Il y a quelque chose de réflexion, à la fois, et c'est ça qui nous intéresse là, de l'oralité, d'un début de la littérature qui passe par l'oral, et quelque chose qui est très fort aujourd'hui dans la façon de réfléchir à qu'est-ce que c'est que faire des livres, en fait. Et c'est là où le travail de François Bon me semble remarquable. Il édite des vidéos où il parle, où il développe ce qu'il fait. Et donc, il passe par l'oral en faisant des vidéos. Donc, est-ce que ce sont des livres? De quelle manière? Voilà, c'est tout à fait passionnant. C'est déjà présent et c'est l'invention du roman moderne. Le rapport qu'il y a avec notre sujet, c'est tout simplement que ce qu'on entre dans sa bouche, c'est de la nature, en un sens, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur.
Mais c'est tout autant de la culture, puisque ça a été cuit, découpé, pensé, et qu'il ne faut peut-être pas manger n'importe quoi qui sort de la nature. C'est un coup à attraper des bêtises, hein, pas de pangolin. Mais c'est aussi une façon donc de savoir quel est notre rapport au monde extérieur et de quelle façon ce rapport au monde extérieur est toujours organisé avant même que ça commence, puisque d'autres l'ont cuisiné, d'autres l'ont pensé. Voilà, ce que la question de l'alimentation et d'engloutir pose, c'est la question de la culture, en fait, c'est-à-dire celui de quand il dit oralité, de parler, d'ingérer le lecteur ou le narrateur. C'est la même question qu'on posera tout à la fin avec Nietzsche sur la culture, c'est ingérer des choses, les digérer et ressortir ce qui ne nous plaît pas. Et cette métaphore de l'alimentation, elle va se retrouver chez des auteurs qui réfléchissent à la culture. Donc la suite est fin. On a donc très peu d'auteurs dans mon introduction historique qui parlent de nourriture. On a un petit chapitre de Kant qui parle de diététique. Et ici, c'est une citation d'un livre que je vais expliquer juste après de Michel Onfray, puisqu'il va écrire un livre qui s'appelle Le ventre des philosophes. Il va s'intéresser en 1989, c'est vraiment très récent, hein, à ce que mangent les philosophes. Et vous comprenez que d'habitude, on ne s'intéresse pas à ce qu'on bouffe. C'est le corps est mis de côté dans l'histoire de la philosophie. On est des purs esprits. On n'a pas de corps, on ne fait pas de gym, on ne fait rien. On n'a pas de somnolence après manger. Et Onfray est à la fois un épicurien, un matérialiste, c'est-à-dire il ne croit pas du tout aux religions et à une sorte de métaphysique, de quelque chose au-delà du physique. Et donc, l'angle de son livre, c'est le premier livre qui va le faire connaître. Il va regarder ce que les philosophes mangent. Et l'anecdote est amusante puisque Kant s'abreuve à des cafés qu'il fréquente avec habitude et modération. Il est plutôt connu pour être très normé, régulier. Et puis, c'est pas une philosophie qui est tout à fait facile d'accès. Elle est très précise, en fait. Chaque soir, il joue au billard, aux cartes. Chaque midi, il prend un verre de vin. Sa vie est très, très organisée. Jamais de bière. Il est ennemi déclaré, ça lui fait un point commun avec Nietzsche, de la bière. C'est un poison lent mais mortel qu'il percevait comme l'une des causes les plus importantes de mortalité et d'hémorroïdes. Donc c'est ce qui amuse Onfray, c'est-à-dire de regarder le philosophe par le petit bout de la lorgnette, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire le corps raconte quelque chose que vous voudriez cacher, et donc la nourriture raconte quelque chose de votre vie intime, de votre pratique intime. Imaginez Kant, amateur des staminènes, n'est pas sans étonner. Il est piétiste, austère, rigoureux, ardu, exigeant. Mais il était, dit son ami von Hippel, vous écrirez bientôt ou tard une critique de la cuisine, tellement c'est important chez lui. Et il n'en écrira pas. Ce qui va se passer en France, qui fait qu'on va parler de cuisine, et c'est notre sujet en histoire de l'art toute l'année sur comment cette idée de la nourriture va passer par le biais de la philosophie du goût, de la psychologie du goût même. C'est-à-dire du gastronome, dans Nom, il y a l'idée de science, il y a l'idée de celui qui sait ce qu'il doit avaler ou pas, dans quel ordre. Et on ne peut parler de la nourriture et des choses terrestres, si on peut le dire de cette façon-là, des choses du corps, qui ne sont pas nobles, qui ne sont pas un sujet d'étude intéressant. On ne peut en parler que si on en fait une science. Le premier qu'il fait s'appelle Grimaud de la Reynière. Il y en a un petit peu avant, il y a des premiers livres, vous connaissez le film Vatel avec Depardieu, c'est-à-dire... il peut commencer à avoir des cuisiniers qui ont une science qu'ils peuvent évoquer dans des livres sous forme de recettes, mais il y a assez souvent l'association de recettes avec réflexion sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est l'alimentation, sur ce qu'est le quotidien et aussi sur la façon d'ennoblir le quotidien. Mais on va passer du XVIe, XVIIe siècle à des histoires faites par des cuisiniers à petit la figure, c'est pas Grimaud de la Reynière qui va le faire, c'est celui-ci, Brillat-Savarin, qui va donner son nom à un fromage assez peu gras, physiologie du goût. C'est-à-dire, on ne parle pas de nourriture, on parle de goût, en fait. Il faut avoir bon goût, il faut dire ce qui va être possible de manger ou pas. Ce que dit encore Onfray, c'est le dandy que fut Grimaud de la Reynière. Vous voyez, on peut avoir des plaisirs, mais il faut qu'il soit évalué par un dandy. C'était quelqu'un qui, comme dirait le philosophe, le sot glisse sur les plaisirs, seul le sage s'y maintient ferme. C'est-à-dire, si on est un grand sage philosophe, on peut abuser et rester, ne pas se laisser entraîner par son corps comme une bête.
Voilà, ce qui vient avec Brillat-Savarin et la physiologie du goût, c'est 1826, que l'on a lu à tort, selon Onfray, comme un simple livre de recettes, alors que son auteur vient du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'idée que le goût, le corps peut développer une science, en fait, peut faire comprendre des choses. On peut, classer la nourriture, la façon de se nourrir, pour donner une espèce de hiérarchie, de valeur, mais en plus, on peut en tirer des leçons sur ce que ça signifie de la vie. Mais vous voyez comment on n'est pas dans engloutir, on est dans la première partie de ce que je vais montrer aujourd'hui, dans quelque chose qui classe un peu les nourritures un peu nobles, dans la façon de le manger, de le déguster, de le partager avec la nourriture quotidienne. Ce qui va longtemps faire que la nourriture noble est plutôt cuisinée par des hommes et la nourriture quotidienne plutôt par des femmes à la cuisine. Et qui fait que cette hiérarchie complètement sexiste perdure encore beaucoup aujourd'hui. Hein. On peut avoir des messieurs, des papas qui cuisinent exceptionnellement le dimanche quand il y a des invités et qui vont sortir ce qu'on voit sur l'image ici, le grand jeu. Voilà ce que dit Brillat-Savarin, les animaux se repaissent, l'homme mange, mais l'homme d'esprit seul sait manger. Il n'a même pas besoin de manger vraiment, mais il sait ce que c'est que manger. Et on a, alors en France notamment, mais les associations de mets, l'ordre dans lequel doivent procéder les plats, comment on doit les associer, tout ça qui a une histoire et tout à fait récente. J'entends ma mère me dire « Oh, la nouvelle cuisine, c'est 3 radis découpés en virgule », mais la nouvelle cuisine de la suite de la guerre mondiale, c'est-à-dire à un moment donné où on récupère dans les 30 Glorieuses beaucoup de richesses, c'est aussi, c'est quand même, je les remercie d'avance, cette idée d'accorder l'entrée avec le plat et avec le dessert. C'est quand même assez gentil de ne pas enchaîner tout de suite. Il faut avoir vécu un peu, je l'ai un petit peu fait, mais en Alsace, pour savoir que après quelques charcuteries, une choucroute, une espèce de kouglof avec meringue glacée, c'est peut-être excessif. On a Feuerbach qui va s'intéresser, on est en 1862, c'est plutôt l'idée de savoir comment la nourriture nous transforme, plutôt d'un point de vue religieux. Et puis Michel Serres, qui en 1985, c'est un livre qui va marquer Onfray, qui fait les 5 sens. Comment la science, comment la compréhension des mécanismes mécaniques, presque électriques du goût va nous faire regarder autrement ce qu'on découvre, ce qu'on avale. Et voilà le livre de 89, c'est pas très vieux, hein, le Critique de la raison diététique, c'est un jeu de mots avec le livre de Kant, qui fait que j'en prends 2 extraits. Et je vais être un peu réservé sur ce qu'en fait Onfray, on peut le deviner facilement. En fait, il va rester dans une espèce de, ce qui est dit ici, voilà, la civilisation a étouffé le naturel en nous, découvrir la simplicité, en quoi consiste une vie naturelle, une alimentation saine. C'est à la fois quelque chose qui semble, dans ce que dit Onfray, c'est le bon côté, le mauvais côté. Je vais le résumer pour me faire des ennemis ou des amis, parce que c'est un homme, on dit, clivant aujourd'hui. Voilà, il en fait une espèce de philosophie de bon sens qui fait que les circuits courts, connaître les producteurs, prendre des bons produits, fait une sorte de Jean-Pierre Coffisme qui fait que il suffit d'être raisonnable pour. Et je suis un peu contre cette idée-là parce que si le bon sens était la chose du monde la mieux partagée, ça se saurait. Il suffit pas non plus de prendre des aliments comme ils viennent pour les accorder, ni savoir ce qu'ils font de bon pour nous. Voilà, l'instinctothérapie qui fait qu'il suffirait que je sente un aliment pour que je sache immédiatement en quoi je peux en bénéficier ou pas. Sinon, on n'aurait pas des merveilleuses diététiciennes qui potassent des heures et des heures pour comprendre toute la chimie, toute la physique qu'il y a à l'intérieur de cette pratique et comment toute cette chimie physique s'assortit d'un regard sur la culture, sur la façon dont on mange les choses, puisque on a aussi, et c'est là la limite, je pense, de ce que dit Onfray, c'est on a une culture de la nourriture, mais qui elle-même a une histoire. C'est-à-dire, là, il nous fait un petit aparté que je vous laisse, parce que c'est gourmand, en fait. C'est ça qui est bien dans ce qu'il dit. Il réhabilite le fait que les philosophes ne seraient pas que des penseurs, ils pourraient aimer goûter les choses. Il a fait un petit livre sur le sauterne, qu'il rapproche de souvenirs d'enfance. Alors, quand on parle de vin ou de cuisine, on est toujours sur des logiques proustiennes, donc sur des logiques d'enfance. Mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage, donc il n'y avait pas de vin à la maison. Il devait y avoir 6 bouteilles de vin rouge qui étaient des vins de fête, vraiment dans les très grandes occasions.
Et je me souviens que nous allions fêter le Nouvel An, présenter les vœux de bonne année. C'est une espèce d'arrière-cousine, enfin une vieille dame à poilu, qui nous offrait des boudoirs avec un vin liquoreux. Alors ça devait être évidemment un Montbazillac ou quelque chose comme ça. Enfin, toujours est-il que j'ai souvenir d'associer ce vin liquoreux à de la fête, à quelque chose d'assez exceptionnel, un moment exceptionnel, le début d'année. C'est en plus de ça, je suis né le 1er janvier, c'était mon anniversaire. Enfin, il y avait quelque chose de magique dans cette aventure. Et la couleur était magnifique. On avait le droit de tremper ses lèvres, selon l'expression consacrée dans le verre. Et je pense que les souvenirs les plus anciens sont ceux-là. Ce sont des souvenirs en plus de ça très régressifs, puisqu'on est dans le sucré, puisqu'on évite l'acidité, l'amertume des autres vins plus complexes un petit peu plus tard. Donc il y a probablement un souvenir très proustien de vins blancs doux, comme on disait à l'époque. Ça pouvait être aussi des vins, des coteaux du Léon, des choses comme ça, mais enfin des espèces de structures sucrées, jaune solaire, je dirais, associées à la fête. Vous voyez comment il associe son plaisir de découverte à des qualificatifs de couleur, de vision, presque d'odeur, évidemment, de texture. Il va dire un peu plus loin, vous pourrez retrouver la recette, mais il va être invité chez un philosophe qu'il admire beaucoup. Il réfléchit comment on peut cuisiner avec du sauterne et il va lui faire un poulet en croûte de sel à la vanille bourbon. Ça a l'air pas mal, suivi par des petits fraises au citron qu'on laisse un peu refroidir rapidement. Tout ça pour dire que le Onfray qui s'intéresse ensuite, après 89, à un second livre en 95 qui s'appelle La raison gourmande, il y a quelque chose de la gourmandise en fait. Et donc dans mon histoire que j'ai tracée rapidement, il n'y a pas de philosophie sur la nourriture, sur le fait d'engloutir, sur le fait d'avaler. Et quand elle se développe par petits bouts au XVIIIe siècle en s'intéressant au sens, et au XIXe avec cette figure du gastronome, et au XXe avec ces penseurs qui sont plutôt matérialistes, qui veulent qu'on commence à voir autrement le rapport au corps, qu'on voit autrement le rapport à la culture, il passe toujours par quelque chose d'un peu gourmand. Ce qui n'est pas le cas de ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà ce que dit Dans le ventre des philosophes Onfray, il réhabilite les plaisirs de la table, de revendiquer pour la cuisine cet art sans musée et sans école. C'est intéressant ça. Et d'ailleurs, je voyais une petite vidéo, c'est là où la distance sur ce sujet avec Onfray se fait pour moi, c'est qu'il parle de la culture du pain qu'il a découverte chez un vrai boulanger quand il était enfant, la culture de la viande, quand on sait vraiment ce que c'est. Mais il en fait une espèce de plaisir jouissif. On est dans une société qui contrôle beaucoup le plaisir, et donc c'est vraiment un bienfait d'avoir des auteurs qui pensent comme ça et qui le développent. Mais finalement, à part cette appétence, on cherche quelle est la logique, en fait. Quelqu'un dans le commentaire vidéo disait, mais je vous adore, mais comment pouvez-vous dire qu'on mange de la viande? Voilà. Mais le critère n'est encore que celui du plaisir. Et hédonisme, c'est le fait d'avoir du plaisir, qui serait associé à la vulgarité. Voilà, pour la classe bourgeoise qui se développe au 19e siècle, 18e, 19e, voilà, il n'y aurait pas de question dans l'alimentation, que ce serait qu'une question d'esthétique, de quelque chose qui serait juste un plaisir un peu de côté. Je crois que j'y suis à peu près. Voilà. Non, on n'en parlera pas. Et j'en viens à cette question de Corinne Pelluchon, sur laquelle je vais pouvoir développer. On lui demande, je vais beaucoup m'appuyer sur cette vidéo où elle est interrogée avec une autre réalisatrice, je vais y venir après, il n'y a pas très longtemps, sur cette question de qu'est-ce que c'est que bien manger. Et on lui pose ici la question de quel est son propre rapport à la nourriture. Voilà, toujours le même piège, entre guillemets, de est-ce que le philosophe, quand il pense, a un corps? C'est très simple. C'est innocent, parce que c'est un acte innocent où le plaisir s'invite très vite, puisque sauf si je souffre de privations extrêmes, le besoin d'emblée vire en plaisir, et il y a une sorte de complaisance dans le fait de goûter les choses. Mais en même temps, ce n'est pas innocent, puisque dans cet acte, je confesse la place que j'accorde aux autres humains et aux autres vivants, et je dis si je collabore, donc je suis complice d'un système économique. Donc l'éthique, la politique et l'économique s'invitent à ma table, que je le veuille ou non.
Alors après, il ne s'agit pas de pointer du doigt les coupables. Justement, ça, c'est une question qui m'intéresse parce que... Voilà, la première introduction, c'est celle de dire, et c'était Corinne Pelluchon qui parlait, que finalement, quand je mange, il se passe des tas d'éléments qui sont avant moi, après moi, et qui s'invitent à ma table. Et la question, donc je disais, du soin, elle va évoquer que dans sa carrière précédente, elle a plutôt parlé du rapport, alors elle va dire corporéité, c'est-à-dire le fait d'avoir un corps, c'est pas corporel, va être traité dans la première partie de ses livres sur les questions de souffrance, de douleur, de fin de vie, des choses comme ça, et que dans ce livre-ci qui est sorti, je dirais 2019, 18, tiens, j'ai un doute, Philosophie du corps politique, vous allez comprendre qu'il y a à la fois cet enjeu politique, je crois que tout le monde l'a compris là, et elle va revenir dessus une dernière fois, mais aussi un enjeu du rapport je peux le dire d'une façon simple, comment je connais le monde par mon corps, comment je le connais pas seulement par mon esprit, et elle va faire une distinction qui va avec l'histoire de la philosophie qu'on vient d'aborder, c'est tout simplement que pendant longtemps, ce corps n'existe pas dans l'histoire de la philosophie. On est, pour Sartre, un esprit libre, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc, inviter dans ce forum des images, donc plutôt dans des choses qui ont rapport avec le cinéma, justement. La voici, il vaut mieux que je passe toujours par ça, en train de préciser quel est son propre rapport à la nourriture. Alors, je ne sais pas dans mon travail philosophique ce qu'il y a de ma vie, sans doute beaucoup de choses, mais la prétention du philosophe, c'est aussi de parler indépendamment de sa petite personne. Alors moi, pourquoi j'ai rencontré ce thème de l'alimentation, les nourritures, c'est pas seulement l'alimentation, mais l'alimentation est évidemment une question centrale dans ce livre, et pour moi, c'est parce que je travaille sur le corps. Le corps, ou plutôt la corporéité, c'est ce qui vient avant ma conscience, ce que je ne décide pas seulement, ce qui échappe à mes projets. Donc, elle est très difficile à couper, elle est très très bonne prof, elle blabla, enchaîne, pas de respiration entre les virgules et le point. La corporéité, c'est ce qui est là avant même que je pense, avant même que je cause. Pour faire court dans l'histoire de la philosophie, c'est Descartes qui va dire « je pense donc je suis » quand il pense au XVIIe siècle, quand il cherche quelles sont les certitudes dans le monde, puisqu'il est en train de mettre tout à plat, et que c'est un peu le fondement de la philosophie occidentale, il n'a pas de corps. Et toute l'histoire de la philosophie à partir de la Renaissance, qui commence à dire « je », et ce XVIIe siècle français notamment, il y a cette idée qu'il n'y a pas de corps et que la question de moi d'abord est la question principale. Ce qu'elle dit, c'est que finalement, dans l'enjeu politique du rapport à quelque chose qui a été cuisiné avant moi, il y a de la politique, ça je l'ai dit, mais dans le fait que je mange avant même que je pense, il y a déjà quelque chose d'autre autour de moi. Et qu'elle l'a évoqué avant même de penser, il faut que je me nourrisse. J'ai beaucoup travaillé dans le passé sur la face douloureuse, négative du corps, la douleur, la mortalité, la fin de vie, la fatigue, etc. Tous ces phénomènes qui échappent à mon intentionnalité, à ma conscience. Mais je voulais également, comme on a deux jambes, travailler sur l'autre face de la corporéité, c'est-à-dire le plaisir. Et l'alimentation souligne la réceptivité de l'existant, de l'humain, et pas seulement de l'humain, du vivant en général. Réceptivité, c'est-à-dire que tout bêtement, je reçois quelque chose, que j'ingurgite. Et ça souligne en fait le fait que je ne suis pas seulement hors sol, je ne suis pas seulement liberté, projet, mais que au commencement était la fin, pour prendre l'expression de Lévinas, qui insiste sur le caractère archaïque de la faim, sur le fait que notre liberté n'est pas grand-chose quand on ne peut pas se nourrir. Ce qui, soit dit en passant, là aussi est un enjeu politique important. Avant de parler de liberté, il faut ne pas mourir de faim. Et aussi sur le fait que quand nous mangeons, nous incorporons des aliments qui nous aident à avoir de l'énergie, à vivre. Et que donc cette réceptivité abat tous les dualismes
intérieur, extérieur, mais aussi naturel et culturel, car quoi de plus naturel, biologique que l'alimentation, mais quoi aussi de plus social, de plus lié non seulement à la culture, mais aussi à l'histoire personnelle et familiale. Nous sommes tous déterminés aussi, enfin, en tout cas quand on mange, nous recevons, nous rappelons les saveurs transmises et vécues autrefois. Il y a cette dimension de l'oralité qui est très profonde pour décrire peut-être le rapport de l'homme au monde. Et ce rapport, justement, l'alimentation évite, je crois, mais on y viendra tout à l'heure, de penser l'homme seulement comme jeté là dans le monde, dans un empire, comme un empire dans un empire, pour parler comme Spinoza, puisque il baigne dans le milieu. J'aurais pu parler de la respiration, qui est également un ensemble d'échanges qui montre que je suis dépendant d'un certain nombre de choses et que donc je ne suis pas seulement définie par la liberté, le projet, autant de choses que nous avons tendance, dans la philosophie occidentale, à souligner. Vous vous rappelez peut-être que j'ai abordé lors d'une conférence sur les besoins artificiels et les besoins essentiels à partir du livre de Kecheyan. Elle parle de respiration, en fait, elle dit, avant même que je fasse quelque chose, j'ai un échange avec un monde extérieur. Et donc, l'hypothèse d'un corps ou d'un esprit séparé du monde n'est pas pensable. Pour faire court, c'est ça la phénoménologie, c'est-à-dire de penser avec une relation autour de nous. Mais vous vous rappelez peut-être que Kecheyan, en parlant du tri politique de ce qui serait artificiel ou indispensable, faisait déjà cette première remarque sur le fait que respirer de l'air pur peut devenir un droit politique évocable, en fait, qui permettrait des attaques contre les gouvernements qui ne l'ont pas organisé. C'est-à-dire ce qui semblait être naturel peut devenir un des enjeux politiques. Et évidemment, la question de l'alimentation et du rapport à ce qui nous est proposé devient un enjeu politique pour cette raison-là aussi. Nous avons tendance à penser l'homme comme liberté, comme volonté, comme conscience, en oubliant un petit peu tout ce qui est passif, tout ce qui dépend de nous constitue. Donc moi, je m'inscris dans une phénoménologie, une description de l'existant, pris à partir de ce qui le constitue et non de ce qu'il constitue, donc de sa passivité. Donc un rapport à l'environnement, par donc, exemple. Alors, on en parlera. L'alimentation était le lieu d'une interrogation qui est associée à d'autres, mais là je définirai le mot nourriture peut-être tout à l'heure, où l'alimentation entre, mais enfin, de manière générale tout ce dont je vis, donc les conditions environnementales. Voilà, et c'est pour ça qu'elle emploie le terme de nourriture et non pas d'aliment, c'est-à-dire que, on va dire, la respiration, la façon de se retrouver avec les autres, la façon dont il y a échange avec le milieu autour, qu'il soit culturel ou d'interrelation, se retrouve à l'intérieur de son travail. Si je prends le sommaire, voilà, une phénoménologie des nourritures, c'est logos, science et phénomène comment les choses sont. Voilà, vivre d'eux, elle part de l'idée que on est toujours en train de vivre de quelque chose et le verbe n'est jamais seul, on ne vit pas isolé de quelque chose. On vit par, on vit avec. Et donc, une interrogation sur l'espace, les milieux, les autres existants, comme une espèce d'interrelation continue. Et finalement, elle fait quelque chose de simple à comprendre et complexe. L'histoire de la philosophie occidentale a plutôt pensé l'esprit séparé de tout le reste. Et là, elle insiste sur le fait qu'il y a relation continuellement. C'est très simple à comprendre, mais c'est un enjeu qui n'est pas moindre et qui permet de penser le rapport écologique au monde des vivants, à l'air, tout à fait autrement. Si je ne suis qu'interaction, la question va se poser différemment. Elle va parler de désordre alimentaire. Elle a toute une partie où elle parle de boulimie, de choses qui sont des dérèglements liés à mon rapport au monde. Et ensuite, c'est pour ça que je montre ce petit sommaire, un nouveau contrat social, reconstruire la démocratie, puisque l'enjeu, et je vais y venir là, va être de penser autrement. La voici en train de présenter son livre, de penser autrement notre rapport au monde extérieur par cet enjeu de la nourriture.
politique. Donc, si vous voulez, il y a trois choses dans ce travail d'architecte. Il y a la fondation, un petit peu, qui est une philosophie des nourritures, célébrant donc cette immersion dans le monde sensible, qui est à la fois naturel et culturel, et qui insiste sur la dimension de plaisir, de convivialité. Il y a ensuite les piliers. Le pilier, c'est le contrat social, qui désigne les critères du politique, et puis qui est normatif, qui n'est pas un fait. Et puis ensuite, il y a le toit, c'est le comment, comment dégager des innovations, quelles sont les innovations institutionnelles qui vont permettre de tenir les promesses de ce nouveau contrat social lié à une nouvelle philosophie du sujet qui rafraîchit un petit peu le sens de l'existence et de l'éthique et de la justice. Voilà, ce qu'elle est en train de dire, c'est que vous avez compris que mon rapport aux autres dans l'alimentation est continuellement un sujet politique, et donc il va s'agir de se saisir de ces sujets pour interpeller le politique, pour qu'il agisse. Elle va dire de quelle façon aussi, d'ailleurs, de quelle façon cette interrogation va, j'ai dit qu'il y avait des surprises, redonner à la question politique un enjeu très, très important. La relation au monde, j'en ai déjà un peu parlé. Je suis parti dans le mauvais sens. Je fais un petit incartade avec ce livre qui n'est pas traduit en français, de Frédéric Kaufmann, donc je passerai très, très vite. Je prends ce petit extrait que j'ai découvert dans ce Philosophie Magazine où il est interviewé en français, puisque son livre vraiment est édité. On envoie des petites vidéos en ligne. Vous pouvez les regarder. Il y a traduction automatique. Voilà. Qu'est-ce que manger signifie dans la culture américaine d'un point de vue philosophique? La tradition américaine est travaillée par une dialectique, deux choses en même temps. D'un côté, l'idée que la nourriture est une conquête que la terre nous est donnée à consommer par Dieu en vertu d'un droit impérial. Donc, il y a l'idée que c'est une profusion, une richesse. Et c'est ce que nous appelons la destinée manifeste. Naturellement, après avoir étendu notre domination jusqu'à la côte ouest, il ne nous restait plus rien à conquérir. Et nous avons retourné notre esprit de consommation sans limite sur nous-mêmes. C'est-à-dire, nous sommes devenus de très gros mangeurs en avalant toutes sortes de choses. Et il fait l'hypothèse que cette idée de conquérir, c'est l'idée d'avaler, d'engloutir. C'est pour ça que c'est cette façon de prendre l'alimentation qui m'intéresse aujourd'hui. Que la conquête, c'est toujours d'amasser, de ne pas manquer de richesse et d'être dévoré, entre guillemets, par son propre appétit. Et le mot gourmandise pose problème. De l'autre côté, on trouve la tradition puritaine de perfectionnisme individuel, l'idée qu'on pourrait créer un état utopique. Le corps est un alambic de l'esprit de chacun, c'est-à-dire je dois contrôler mon corps, il doit être parfait, il doit être nickel. Donc je peux manger comme un porc, on va dire ça comme ça, et en même temps, je dois être une petite truite à la ligne fine. Voilà les deux injonctions contraires dont notre société, vous comme moi, sommes continuellement traversés. Et c'est cette idée que l'histoire de l'Amérique, c'est l'originalité du point de vue de Kaufmann, soit regardable par l'estomac. On pourrait faire une histoire de l'Amérique par la nourriture, par le rapport à la nourriture. Dans cette petite vidéo, il rappelle que lors de grandes fêtes, il y a un jeu de profusion de nourriture qui est très important. Si vous avez une idée des images de Thanksgiving, c'est pas pour rien. Si je reviens mais donc ça veut dire aussi que cette histoire de l'alimentation est une histoire politique continuellement, et elle peut être différenciée selon les pays. Elle peut nous faire regarder comment on regarde le monde. Et ce rapport aux animaux chinois sur lequel je plaisantais en est aussi un exemple. Je reviens à ce premier débat de Juillard avec Peluchon et Robin qu'on va découvrir tout de suite après. Et cette relation aux autres, elle est tout à fait interrogée ici. L'œuvre de Marie-Dominique, c'est que quand je mange, j'ai un impact sur les hommes qui font les aliments, qui les distribuent aussi. Donc les agriculteurs, les circuits de distribution, sur les hommes qui vivent très loin de chez moi, puisque l'usage des terres dans certains pays est accaparé pour faire du coton, en tout cas pas pour forcément l'agriculture vivrière, et que aussi l'impact de la demande en produits animaliers, donc du bétail, explique. Pas seulement, mais explique aussi en grande partie l'usage des terres pour le soja, cultivé, exporté pour le bétail américain et européen, etc., etc. Vous notez que le glissement que je suis en train d'opérer dans la société et la nourriture industrielle, c'est que quand je mange juste le poulet de ma grand-mère avec les haricots verts de son jardin, la question de la provenance et du circuit qui fait que des yaourts ont fait plus de 4000 km se pose pas. Et que cette question d'engloutir, elle est déjà une question chez les philosophes dans le rapport politique.
accentuée par notre société industrielle de grande circulation des objets. Enfin, manger. Donc manger, c'est toujours dire la place que j'accorde aux autres êtres au nom de mon droit à exister. C'est-à-dire que dès que j'existe, quand je mange, eh bien, ce n'est pas innocent, je suis toujours avec d'autres et je dis la place que je leur accorde. Et il y a aussi au cœur de tout cela une interrogation qui s'est imposée au fil du temps comme la question la plus difficile, mais la plus obsédante. Pour moi, c'est celle de savoir ce que nous faisons aux animaux compte tenu de nos habitudes alimentaires et ce que cela leur coûte du début à la fin de leur vie. Donc voilà. Donc, là, vous comprenez que la question de la cause animale que je ne traite pas là est aussi au cœur non pas de ce livre, mais d'autres livres qu'a écrit Corinne Pelluchon. C'est-à-dire que l'engagement, quand je commence à manger des yaourts à la framboise qui ont fait 4000 km, je peux me moquer de ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent devant moi et juste le consommer. Mais l'engagement d'utilisation intensive des territoires, de circulation d'avions, de pollution, en fait, cet impact de ma propre nourriture sur l'ensemble du monde, proche et lointain, se retrouve sur les animaux. Le glissement vers la nourriture industrielle, vous connaissez sans doute ce film de 2004 avec cette espèce de fou qui se nourrit en grosse quantité tous les jours et qui met en péril sa santé avec des aliments, puisque longtemps les aliments servaient à nous apporter de l'énergie, mais que ce rapport à l'alimentation est transformé complètement. Qu'est-ce qui se passe de différent? Et ici, c'est Marie-Monique Robin qui va intervenir. Elle a fait beaucoup de films sur cette question de l'alimentation et du danger de cette alimentation. On va y arriver. Que voici. Le Monde selon Monsanto, ce sont à la fois des livres, à la fois des films qui ne sont pas tout à fait joyeux, on ne va pas le nier. Sacrée croissance, le Roundup face à ses juges, c'est-à-dire un impact impressionnant et finalement assez récent. Il date du XXe siècle et de l'industrialisation, jusqu'à très récemment la domestication, le fait de chasser le rapport au monde sauvage, entre guillemets, fabrique des pandémies. Vous voyez, le livre, il date de 2021. Préserver la biodiversité pour la santé planétaire, c'est-à-dire que la conception globale de l'ensemble peut se retrouver questionnée par nos pratiques alimentaires. Ce n'est pas du tout anodin. Ce qu'elle va raconter ici, maintenant. On parlait des États-Unis, c'est vraiment un pays où moi je vais régulièrement et ma première préoccupation quand j'arrive là-bas, c'est comment je vais faire pour manger. Et c'est quand même inquiétant, quoi. Et ça devient même une obsession. Il y a certains. Alors, en plus, quand j'y vais en tournage, donc j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, il y a certains endroits, certaines villes où on peut. Mais c'est impressionnant de voir quand même comment finalement ce qu'on appelle la malbouffe, junk food, qui fait que dans ce pays, on cuisine très peu, comme vous savez, on mange n'importe comment, on ouvre le frigo, enfin. Et ça gagne très vite tout le monde, hein, parce que j'ai des amis qui vivent là-bas, j'ai même un frère. Enfin, très rapidement, si on résiste, on fait pas attention, on est très vite happé par ce mode de vie. Ça va de pair donc avec, le fait que les sols sont détruits. Les taux. En ce moment, je prépare un nouveau film sur le Roundup, qui est la suite du Monde selon Monsanto, le fameux Roundup dont on parle beaucoup. Et c'était très impressionnant de voir. Je parle avec des agronomes qui me disent c'est des millions d'hectares totalement foutus, des maladies qui se propagent partout, dans les maïs, dans les sojas, des animaux qui sont malades. Et évidemment, quand les sols sont malades, les plantes sont malades, les animaux sont malades, les hommes sont malades. Donc c'est impressionnant de voir comment un pays aussi avancé que les États-Unis, enfin, entre guillemets, hein, on est arrivé à ce stade d'autodestruction finalement. Et ça, je trouve ça très impressionnant. Alors, c'est assez typique, ce genre d'extrait, évidemment. Mais en réfléchissant à ça, je pense que derrière tout ça, il y a eu tout un processus au cours du XXe siècle. Et il ne faut pas oublier que très souvent, ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous peu de temps après ou quelques années plus tard. Il y a eu tout un processus où on a fait en sorte que nous ne produisons plus nous-mêmes notre alimentation, y compris sur les fermes, parce que je vous parlais de la ferme de mes parents, mais
il y a beaucoup d'agriculteurs qui, à un moment, ont arrêté de produire leurs animaux, etc. Se sont mis à acheter des poulets dans les supermarchés. Et puis, on a les jardins ouvriers, etc. Donc, toute cette capacité qu'avait une grande partie de la population, disons, avant la Seconde Guerre mondiale encore, de produire une partie de ces aliments, donc de contrôler ce qu'ils mangeaient, etc., qui étaient des aliments plutôt de qualité, etc. Et tout le monde a été dépossédé parce qu'il fallait engraisser le produit intérieur brut, le PIB. Évidemment, avoir un jardin privé et planter ses salades, c'est pas bon pour le PIB, ça n'apparaît pas dans le PIB. Mais en revanche, aller acheter des pizzas pourries pleines de colorants et d'additifs alimentaires dans un supermarché, ça c'est bon pour le PIB. Donc il y a eu tout un système de dépossession véritablement de cette fonction. Il y avait beaucoup de gens qui quand même avaient un petit jardin. Enfin, on a remplacé après tous les jardins potagers par les pelouses. Moi je suis une militante très forte anti-pelouse. Pour moi, la pelouse, c'est vraiment le symbole même de ce que je suis en train de vous décrire. C'est-à-dire remplacer les sols inutiles. Les sols inutiles, et en plus, c'est très bon pour le PIB, chacun avec sa petite tondeuse. Souvent, ça va de pair avec la tronçonneuse, d'ailleurs. La petite tondeuse, voilà. Et puis, les pesticides qui vont avec, et la phobie des mauvaises herbes. Enfin, c'est impressionnant de voir comment la propagande a été très, très puissante. Et on a remplacé donc les jardins, partout en province, par des pelouses. Alors, on est en train de basculer sur un dernier point parce que vous pourriez penser qu'on a déjà abordé pas mal de choses ou des choses que vous connaîtriez beaucoup, mais finalement, on est en train de basculer sur un autre point, c'est qu'on est après la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui 2020, ça fait 70 ans, pas beaucoup. Il ne s'agit pas seulement de développement de la nourriture industrielle et du plaisir d'accéder à beaucoup de quantités d'aliments, mais aussi celui est de ne plus posséder le circuit qui vous permet mais quelque chose qui est encore plus politique, c'est tout simplement le temps qu'on veut gagner à ne pas, déjà à manger pour aller plus vite, mais aussi à ne pas fabriquer sa nourriture ou à la cuisiner. Et voici un petit extrait qui va vous rajeunir de ce petit passage chez Tricatel. Je crois que tout le monde a bien compris le principe. Je vous fais un autre petit morceau, puisque à la fin, il y a débat entre le représentant, qui est un magnifique Guillaumard de Tricatel, qui a l'air d'une pure ordure, il joue super bien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire dans le discours, puisque vous savez peut-être qu'en avance sur tout le monde, De Funès a perdu le goût et l'odorat, et il doit débattre d'une émission animée par Bouvard entre le représentant de la nourriture industrielle et celui de la cuisine à la française. Ce que Guillaumard va dire, qui est tout à fait passionnant et qui va au cœur de notre sujet, c'est tout simplement que cette façon de faire à la française est datée, elle ne correspond plus à cette vie industrielle rapide qu'on cherche à avoir aujourd'hui. Parce que l'homme qui distribue des étoiles, ou qui les enlève, l'homme qui juge, l'homme qui condamne, l'homme qui a la prétention de représenter à lui tout seul la cuisine française, eh bien cet homme, et ça je le sais, de source sûre, cet homme est incapable de faire la différence entre une seule meunière et une potée auvergnate, entre un grand Bordeaux et un petit cidre. D'ailleurs, il y a tout ce qu'il faut sur cette table pour lui faire passer un test. S'il arrive. Du chemin ne viendra pas parce qu'il n'existe plus. Enfin, ce qu'il représente n'existe plus. Une cuisine compliquée, pour des gens privilégiés qui sont encore plus compliqués. Moi, je nourris des millions de personnes. Et demain, je nourrirai peut-être la terre entière. Simplement. Naturellement. Voilà, parce que le goût de dire que cette nourriture industrielle serait une merde et qu'on l'avale comme des nouilles, on nous a pas, comme à chaque fois qu'on parle d'idéologie, on nous a pas fait un truc
d'hypnose qui fait qu'on mange comme des idiots. C'est parce qu'on veut avoir du temps pour faire d'autres trucs. Et moi le premier, hein, pour lire, pour gambader. Ou ici, vous connaissez peut-être l'histoire. On va prendre celui-là parce que c'est encore mieux. La machine automatique dans les temps modernes qui est testée sur Charlie Chaplin pour l'aider dans le futur à manger plus vite. J'avance un peu, pardon. On avance encore un peu. Vous savez évidemment que l'amusement va être que la machine va s'emballer. Ce que je veux dire par là, c'est que cette course à la production intensive va avec une transformation du monde du travail. Et on est dans la société de la machine qui fait que l'humain est une variable d'ajustement à cette machine. Ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu politique dont parlait Peluchon depuis le début en disant que quand je mange quelque chose, j'engage ceux qui sont venus avant, et je pourrais même ajouter dans l'histoire, et à ceux qui produisent autour de moi, la géographie et l'histoire sont convoquées, il y a aussi quelque chose qui est assorti à notre rythme de travail et au fait que, j'en ai déjà pas mal parlé, mais cette accélération du monde dans laquelle nous vivons. Là, vous voyez que le livre encore de Marie-Monique Robin, le sous-titre associe les maladies chroniques à cette transformation de la nourriture. Et j'en viens à cette transformation de l'alimentation, abordée à nouveau par Marie-Monique Robin. Pour une petite note concrète qui va vous faire du bien au moral. On aborde les réponses. Hier, j'étais à Porto, au Portugal, où on passait une petite rétrospective de mes 4 derniers films. Le Monde sur le Monsanto, L'autre poison quotidien, qui dénonce, et puis ensuite 2 qui proposent plutôt Les moissons du futur et Sacrée croissance. Et c'est un pays où il n'y a pas du tout... Enfin, la conscience est très... La conscientisation, en tout cas, de ce dont on parle aujourd'hui, est encore très... très timide. Mais vraiment très timide. Et d'ailleurs, ils ont fêté hier la 8e AMAP du pays, c'est pour vous dire... Bon, il me faut préciser, pas seulement parce qu'un coup de rouleau à pâtisserie portugais me guette à la maison... Le Portugal a un rapport ambigu avec la modernité qui est très intéressant parce qu'il est à la fois en un sens en retard sur certains développements économiques pour avoir subi très longtemps une dictature qui misait sur le terroir et le paysan, mais ce même retard peut devenir un enjeu de rapport à la terre et à la culture fructueux à l'avenir. C'est vraiment raison. Voilà, alors ça a toute une histoire, hein, pourquoi, enfin encore une fois, c'est pas le sujet, mais bon, voilà. Et il y avait quand même 200 personnes dans cette salle, donc les organisateurs étaient très contents. En fait, les gens étaient venus me voir, parce que quand même, les films sont connus, vraiment les livres, etc. Puis à un moment, on me dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, écoute, tu ouvres ton frigo ce soir quand tu rentres. C'est très concret. Tu l'ouvres, parce qu'on avait parlé du réchauffement climatique, on avait parlé de la fin des énergies fossiles, de la 6e extinction des espèces, enfin tout ce qui se prépare, tout ce qui est en marche, tout ce qui est là. Il faut arrêter de faire comme si c'était pas vrai. Donc j'ai dit, au moins toi, tu ouvres ton frigo et tu regardes ce qu'il y a dedans. Et puis tu vois d'où ça vient. Et tu comprendras que tu as vraiment là une clé très importante pour faire ta part dans ce grand dérèglement qui est en ce moment en marche. Et donc, je donne des chiffres, c'est toujours les mêmes. Un pot de yaourt acheté dans un supermarché, c'est une université allemande qui a publié cette étude. Si on tient compte de tout, hein, les fraises qui sont arrosées de pesticides, et puis ce qu'il faut pour le pot de yaourt et tout, c'est 8800 km en voiture. Donc, évidemment, il ne faut pas acheter de pot de yaourt dans le supermarché. C'est simple, quand même. C'est pas compliqué, quoi. Et qu'un aliment en Europe parcourt en moyenne, quand on achète dans un supermarché, donc pas bio et dans des grandes surfaces, en moyenne 4000 km, c'est ce qu'on appelle les food miles en anglais, et évidemment qu'il faut arrêter d'acheter n'importe quoi. Alors je lui dis, voilà, tu ouvres ton frigo et tu regardes ce qu'il y a dedans, tu fais une liste,
Et tu y vas tranquille, parce qu'il y a 8 AMAP au Portugal, donc il n'y a pas beaucoup de solutions pour l'instant, hein, mais il y a des producteurs, il y en avait dans la salle que tu peux encourager. Et donc voilà. Et c'est vrai. Là, en France, je fais la même chose. Et souvent, les gens sont très impressionnés parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils ne savent pas d'où viennent leurs aliments. Hein, Je traduis et tout le monde comprend parce que c'est un peu dans l'air du temps, mais tout le monde n'est peut-être pas à même de cette question-là. On est en train de basculer dans la dernière partie, c'est que quand on a compris que cet enjeu d'alimentation était un enjeu éthique en plus que politique, la question de se quitter en nous en se demandant comment faire, c'est un enjeu politique tout à fait passionnant. C'est-à-dire que, je vais vous résumer ça facilement, vous pourriez dire, si j'arrête d'acheter des yaourts sans savoir d'où ils viennent, je fais qu'une toute petite chose. Mais l'enjeu qui va réunir Marie-Monique Robin et Corinne Pelluchon ici, c'est de dire que finalement, l'avenir du politique va consister à une action par la pratique, en fait, par le quotidien, beaucoup plus efficace et beaucoup plus capable d'influencer et de faire jouer le politique qui est au-dessus. Il ne faut pas attendre. Elle va faire un aparté que je vais montrer après sur le développement durable, qui essaye de faire de l'écologie en continuant la croissance. Elle est en train de dire la solution de notre rapport à l'alimentation est très proche. Il est dans notre pratique absolument quotidienne, et c'est là où ça a l'air de ne pas donner des solutions merveilleuses, de ne pas apporter, comme l'histoire de la philosophie et l'histoire industrielle, un progrès, une nouveauté, une invention. Non, elle dit regarde d'où il vient, regarde quel kilomètre il a fait, et déjà tu seras en train de faire levier quand tu encourageras ce qui est proche. La grande majorité. Ils n'ont pas compris ce que vous disiez, que la manière dont on mange, bien sûr, a un impact non seulement sur le climat, sur les ressources. Je rappelle que 50% des gaz à effet de serre, c'est le modèle agro-industriel. C'est ce que dit l'ONU, si on tient compte de tout. Hein. C'est aussi un impact sur les populations. Vous avez parlé de l'accaparement des terres, etc. C'est la déforestation, le soja transgénique d'Argentine qui arrive au port de l'Orient pour nourrir les poules, les vaches et les cochons. Je suis d'accord avec vous. Des élevages intensifs qui souffrent énormément. Et tout, voilà, on est dans un système absolument délirant. Et on a quand même une clé qui est de s'interroger sur la manière dont on mange et la changer surtout. Et c'est pas très difficile parce que les gens se rendent compte aussi que finalement c'est pas très difficile. Alors en France particulièrement, plus qu'au Portugal parce qu'ils en sont. Voilà. Voilà, la clé de transformation, elle est facile d'accès. Dernière petite chose de Marie-Monique Robin, relayée par le discours de Corinne Pelluchon. À la crise écologique, c'est évidemment les styles de vie, mais aussi la reconstruction de la démocratie se fera si chacun exige des politiques publiques qui prennent au sérieux la protection de la biosphère finie, la condition animale, le fait de protéger les gens qui travaillent bien et qui font une agriculture en pensant que c'est du vivant et pas des boulons, et protéger aussi, encourager les circuits courts. Le politique, il est là pour donner des impulsions, mais pas pour nous dire comment penser. Mais les individus, eux, à force de s'organiser et de non seulement consommer autrement, mais exiger une argumentation dans les débats, exiger que certains principes de la justice ne soient pas seulement les choses, le pouvoir d'achat, etc., mais aussi la question écologique. Voilà, l'enjeu de pauvreté, de pouvoir d'achat peut pas être le seul argument, mais il est assorti d'une question de l'origine de ces aliments. Et vous comprenez que le titre du livre, c'est les nourritures, c'est pas les aliments. Et aussi s'opposer systématiquement à toutes ces injonctions contradictoires où on fait cocorico après le COP21 et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard on nous fait du nucléaire. Donc voilà. Donc et ce sera mon dernier mot, la démocratie ou les réponses démocratiques à ces problèmes majeurs qui engagent notre survie, eh bien ne sont possibles que si les individus acceptent d'exercer leur autonomie politique, soient responsables et aussi soient tellement exigeants que les politiques qui pensent à se faire réélire, eh bien, eux-mêmes deviennent exigeants. Je veux dire. Voilà, d'où le sujet des nourritures, en fait. Philosophie du corps politique, c'est une façon de jouer avec le mot du corps qui est devenu un sujet d'étude, entre guillemets, ce qui n'a pas été pendant toute l'histoire de la philosophie. Un corps qui est politique parce qu'il est engagé en se nourrissant au cœur d'instances politiques
que ce soit des structures gouvernementales, mais au cœur d'une interaction avec plein de gens. Si j'arrête d'acheter telle chose, je vais avoir un impact sur l'ensemble. Et c'est pour ça que c'était important cet extrait où elle parlait de respiration et d'air. C'est que ce qui me nourrit, le terme lui-même a une espèce d'ambiguïté qui va avec la culture, en fait, avec quelque chose qui signifie pas seulement remplir l'ensemble. Elle dit un petit mot qui m'intéresse de vous relayer sur cette question du développement durable, parce que Joyard, l'animateur, s'amuse à la taquiner sur le fait que l'écologie et le développement durable, c'est plus ou moins la même chose. Durable, alors qu'on a tendance à penser que l'idée du développement durable serait le développement durable, c'est une notion qui a une histoire, qui, au moment où elle est née, avait du sens, mais le gros mystère, c'est qu'il faut articuler 3 piliers du développement durable. L'un, la justice entre les individus, voire entre les nations. 2, la préservation d'une biosphère finie, dont on sait que ses ressources sont limitées. Mais 3 aussi, la croissance. Donc vous voyez là où ça bloque. C'est que, en fait, polluons, c'est comme l'histoire de la pelouse et de la tondeuse. Bien, vous faites de la croissance, en tout cas telle qu'elle est définie aujourd'hui. Alors que si vous faites des choses plus sobres en énergie, vous ferez moins de croissance. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui travaillent à redéfinir les indicateurs de la croissance, Dominique Méda et tant d'autres. Bon, il y a énormément de créativité aujourd'hui pour... Voilà, redéfinir quels sont les chiffres de la croissance et qu'est-ce que c'est que cette croissance possible. C'est une façon c'est un enjeu politique, en fait. Ça a l'air c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que les grandes solutions, je disais dans les conférences sur l'art contemporain, les méta-récits, les grandes narrations qui orientaient la vie publique commune, qui faisaient histoire, ont disparu et on est sur des récits plus à une échelle de relations individuelles, dans des groupes, mais ils n'ont pas perdu de leur pertinence et de leur réactivité politique. Si tous ces petits récits de tribus se nourrissent, si on questionne qu'est-ce que c'est que cette croissance et de quelle façon, puisque vous savez qu'avant qu'on ne parle avec André Gortz de questionner cette croissance, on accusait, là je suis assez vieux pour le savoir, mais si tu es anti-croissance, c'est que tu es anti-progrès, si tu es anti-progrès, c'est que tu es réactionnaire. Voilà. Cette association modernité-progrès, c'est le passionnant récit de la modernité. Cela, mais le développement durable, le problème aussi, le deuxième, c'était que, finalement, comme le disait Aldo Leopold, on a rendu l'écologie superficielle, quoi, et on faisait un pas en avant, 2 pas en arrière, avec des belles déclarations d'intention, parce que, on n'articulait pas la question des normes environnementales éventuellement à des changements politiques ou des institutions nous permettant de les rendre effectives tout en préservant le droit de chacun à choisir son style de vie, donc de manière non violente, mais aussi on ne s'intéressait pas au style de vie, qui ont souvent été, d'ailleurs à la COP21 aussi, où la question des choix alimentaires sont quand même l'enfant pauvre de ces débats. La question des styles de vie, si on veut justement réduire notre empreinte écologique, elle est fondamentale. Et ces styles de vie, donc ça suppose à la fois la conscience des individus, mais ça suppose aussi qu'ils aient du plaisir à changer de mode de consommation et que pour ce faire, on leur propose des alternatives. Voilà, ce qu'elle est en train de dire, pour finir, c'est qu'il y a des choix culturels. C'est-à-dire qu'elle rend un hommage, je ne le montre pas, aux artistes, aux cinéastes, à ceux qui proposent des modes de vie qui soient différents pour avoir envie, en fait. Parce qu'il ne faut pas que cette nouvelle modalité soit juste punitive et qu'il s'agisse de dire « j'ai plus le droit de manger ça, j'ai plus le droit de manger ça, j'ai connu telle et telle chose ». Elle est en train de dire dans ces enjeux qu'il y a de la culture qui nous intéresse de questionner. La nouvelle, c'est que nous avons l'occasion aujourd'hui... Je l'ai coupée, elle dit « la première bonne nouvelle ». D'inventer de nouvelles théories avec des applications en économie, en théorie politique, au niveau des systèmes représentatifs ou méta-représentatifs pouvant faire que la démocratie puisse aussi, non pas seulement s'intéresser aux hommes actuels, mais intégrer les enjeux globaux, invisibles parfois, comme la pollution, et de long terme qui sont liés à l'environnement, etc. Nous avons la possibilité, et aussi penser le sens de notre vie ici sur Terre. Et c'est vrai qu'au sortir de la guerre,
alors même qu'il y avait déjà la bombe atomique et qu'il a fallu longtemps avant que les gens entendent exploser dans les livres la bombe atomique et changent la manière de penser les relations internationales. Et même encore aujourd'hui, on n'a pas mis la guerre hors la loi. Mais, si je puis dire, vous voyez, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a encore cette idée que finalement, pour exister, il faut dominer, exploiter, et que l'autre est justement non pas un élément de ma propre vie, mais un ennemi, ou en tout cas quelqu'un voilà, qu'il faut contrôler, etc. Et je crois que c'est ça qui est profondément travaillé par la crise, on va dire comme ça, environnementale, et par la réflexion sur l'alimentation, avec toutes ces dégradations, à la fois esthétiques, personnelles, voilà, que nous vivons. Et est en train de dire, et ça fait une première conclusion, j'aurais terminé à la demi, je vous rassure, c'est que dans la question de l'alimentation se pose la question du contrôle des uns par les autres, en fait, que ce soit vis-à-vis des animaux, et c'est l'implicite aussi de son propos, mais vis-à-vis de la nature en général, la nature comme source exploitable, infinie, qui l'input dont parlait André Gortz, c'est-à-dire il y a un truc qui rentre, qui est gratuit et qu'on peut utiliser. Qui fait que la meilleure des comparaisons amusantes, c'est que Contrex vend du plastique, en fait, l'eau, il la récupère toute faite. Cette relation à l'environnement, à tout le système monde qui est autour, cette question de l'alimentation la pose en continu comme un enjeu politique. Donc c'est à la fois terrible, mais c'est une chance inouïe pour la rénovation au niveau théorique, au niveau de l'imaginaire, et même au niveau de l'utopie, c'est-à-dire de tout ce qui modifie de façon sensible les significations attachées d'ordinaire à être ensemble, à ce que c'est qu'être un individu, un humain, etc. Donc il y a quand même une promesse, évidemment, à condition que beaucoup, et à la fois philosophes et artistes et personnes qui ont le pouvoir comme ça du cinéma, qui montrent, hein, qui est moins ardu que la philosophie, moi ma matière est nécessairement ardue, et bien tout que les comédiens, moi je crois beaucoup à un mouvement artistique et philosophique, tout cela rafraîchisse et montre des solutions qui sont à portée de main. Ouais, elle dit quelque chose que je peux entendre et que je partage avec vous, c'est que c'est pas parce que les artistes vont montrer que le public va prendre conscience, c'est parce que il y a, je le dirais comme ça, et c'est pas si répandu que ça, une capacité de connaissance par l'imaginaire, en fait, une capacité de mobilisation par l'imaginaire, par la créativité de voir le monde qui arrive. Ma conclusion, elle sort de ce que Corinne Pelluchon dit dans son livre Les Nourritures. Elle retourne vers quelque chose d'avant, puisque Nietzsche, que voici avec sa belle moustache, meurt en 1900, et que dans deux extraits, c'est le premier, peut-être le seul, qui a pensé cette alimentation d'un point de vue vraiment corporel, et pas comme Onfray le disait au début, pour un intérêt entre guillemets non idéaliste, non religieux, pour montrer que le corps aurait une importance, mais pour faire court, et c'est ça qui fait le lien avec ce que je viens de dire juste avant, l'alimentation, ingestion, digestion, comme comparaison avec ce que la culture fabrique en nous. Je prends deux extraits qui viennent, l'un de Aurore. Alors, c'est une photo mal faite de moi. C'est dans les œuvres complètes chez Robert Laffont de bouquins de Nietzsche, qui est une très bonne traduction et qui a une très bonne index. Voilà. L'alimentation de l'homme moderne, c'est celui qui ingère beaucoup de choses et qui peut digérer presque tout. C'est l'homo, celui qui mange tout, omnivore, on va dire. Il n'a pas d'espèce, ce n'est pas ce qui... Nous vivons entre un passé qui avait un goût plus délirant et bizarre que nous. Le passé a l'air génial. Et l'avenir, on aura un peut-être plus choisi. Et nous vivons dans la moyenne. Ce que je dis là, c'est que c'est le premier. On a deux occurrences importantes. Et par contre, dans les lettres, dans la correspondance, dans les notes qu'on a retrouvées, qui font une vingtaine de tomes, de Nietzsche, il y a beaucoup de choses sur l'alimentation et sur son rapport à l'alimentation. Pas un rapport personnel, mais un moyen de faire une comparaison. Voilà, l'alimentation de l'homme moderne, c'est pour Nietzsche dans Aurore une façon de dire, entre notre rapport au passé, notre rapport au présent, on est un peu dans une sorte de moyenne qui fait qu'on prendrait tout comme ça vient et qu'il faudrait peut-être savoir ce qu'on est prêt à avaler ou à dévorer. Et c'est plutôt dans Ecce Homo, qui est un livre vraiment
c'est un des livres les plus faciles à lire, c'est marrant. Et des philosophes marrants, vous m'en trouverez tous les 4 matins, c'est pas beaucoup. Vous voyez comment un sous-titre peut déjà faire votre semaine. D'ailleurs, il y a une allusion qui est citée souvent, qui est ici dans le texte que je vais vous montrer, qui est souvent montré dans Nietzsche, et qu'il dit, il pense plutôt par aphorisme, par petites phrases. Les textes continus et longs, il n'y en a pas beaucoup, donc on peut vraiment prendre un passage n'importe où et puis le lire et puis le cogiter. Mais Nietzsche dit, ma philosophie est faite pour être ruminée comme rumine une vache, c'est-à-dire de beaucoup la mâcher, beaucoup la déglutir, l'engloutir et faire avancer une pensée. C'est une métaphore de ce qu'est la pensée qui est très passionnante en fait. Et dans l'alimentation, il y a tout un tas de chimie qui fait que ce que j'ai voulu décrire au début, l'alimentation vue par le goût, par la noblesse de la cuisine et par le savoir-faire qui dirait quelque chose de la culture, est aussi une erreur. Parce que ce que Nietzsche décrit là, c'est que l'alimentation, c'est aussi une image de comment l'esprit travaille. Voilà, alors oui, c'est assez marrant. C'est pas des trucs à se rouler par terre non plus. On est, comme elle vient de le dire, c'est tardu. Pourquoi je suis si malin? C'est quand même qui peut écrire des choses comme ça? Pourquoi je sais certaines choses de plus que les autres? Pourquoi je suis si malin? C'est comme ça que ça commence dans Ecce Homo. Je n'ai jamais réfléchi à des questions qui n'en sont pas. Je ne me suis jamais gaspillé. C'est-à-dire, tous les sujets qui étaient un peu superficiels, je ne me suis pas emmerdé à les penser, j'ai éjecté. Une chose m'a toujours échappé, comment je pourrais être enclin au péché. Vous comprenez que la question du christianisme, elle est au cœur de son travail, mais il a un peu évacué. Il me déplairait de laisser en plan une action après coup. Et puis plus bas dans la page, une autre question m'intéresse bien davantage. Je suis toujours dans Ecce Homo de Nietzsche. Le salut de l'humanité en dépend bien plus que d'une quelconque curiosité pour théologien. C'est la question de l'alimentation. On peut la formuler pour l'usage ordinaire. Comment faut-il que tu te nourrisses pour atteindre ton maximum de force? Dans le sens de la Renaissance, donne à ce mot de virtu, c'est-à-dire la capacité d'agir, la capacité de penser. Vertu libre de moraline. Moraline, c'est un mot inventé qui est la contraction de morale et comme une espèce de médicament que le 19e siècle veut nous vendre. Les expériences personnelles que j'ai faites sont aussi mauvaises que possible. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis capable d'ingérer? Vous comprenez que c'est une comparaison avec la culture qui est autour de lui, avec les livres qui sont autour de lui, avec la vie allemande. Il a été très fan de Schopenhauer. Voilà. En même temps que je faisais mes premières lectures de Schopenhauer en 1865, j'ai nié, il fait une espèce de récit de sa propre aventure, et de ce point de vue-là, c'est très moderne. J'ai nié très sérieusement mon vouloir vivre. S'abîmer l'estomac en se nourrissant insuffisamment, la dite cuisine me semble résoudre ce problème d'une façon singulièrement heureuse. Mais si l'on considère la cuisine allemande dans son ensemble, que de choses elle a sur la conscience. Vous comprenez que le sujet de la cuisine, c'est une sorte de métaphore pour Nietzsche, la nourriture lourde allemande est une sorte de comparaison avec la philosophie lourde qui serait trop sérieuse. Voilà, la soupe avant le repas, et il propose en échange une cuisine italienne. Voilà, l'esprit allemand est une indigestion, il n'arrive pas à en finir avec rien. Voilà, le régime anglais et le régime français, c'est pas mieux. Je propose parce qu'il donne des pieds pesants. C'est Nietzsche qui va être le premier à penser la philosophie comme danse, comme possibilité de mettre votre corps en mouvement. La meilleure cuisine, c'est celle du Piémont. Et il dit plus loin que voici quelques indications tirées de ma morale. Un repas substantiel est plus facile à digérer qu'un repas léger. C'est-à-dire que la comparaison avec la nourriture est une métaphore qui est très importante sur le fait qu'une culture, c'est quelque chose qu'on ingère. Vous lisez un livre et vous n'êtes plus la même personne après l'avoir lu. Voilà pourquoi je suis resté sur ce terme d'engloutir. En fait, il s'agit de manger des choses, mais de choisir ce qu'elle fabrique de vous. Et j'en viens à un dernier petit livre qui est sorti là en 2019, je suis sûr, de Arnaud Sorosina, qui s'appelle Du régime philosophique, qui va s'intéresser à ce que Nietzsche dit de comment manger et de comment, par la diététique, faire des choix. Alors, il est tout à fait pas du tout politiquement correct, parce qu'il est plutôt anti-végétarien, parce qu'il l'associe à Schopenhauer, et puis il est dans une période où il est plutôt wagnérien, il trouve qu'il faut plutôt de la force. Le petit site qui reprend la présentation du livre de Sorosina est passionnante, parce que il rappelle que la diète était associée à la Grèce à des choses sur la santé. En fait, il fallait peu manger pour se tenir en bonne santé.
Même si les propos culinaires ne paraissent jamais dépasser les considérations de goût et de palais, le raffinement, ça résume ce que je vous ai dit, de l'art gastronomique chez Brillat-Savarin, c'est-à-dire le bon goût. Le cas de Nietzsche est atypique à cet égard. Alors, il y a gastro-entérologique, c'est-à-dire il y a vraiment ce qui rentre et puis ce qui sort de l'autre côté. Font partie de ses préoccupations. C'est une façon pour Nietzsche de se moquer et de prendre à rebours l'idée de nourriture intellectuelle. Voilà, son œuvre philosophique en fait foi. La notion de diététique chez Nietzsche et les préceptes qui en découlent lui ont servi de moyen pour parler des choses qui l'intéressaient beaucoup plus. Les flux alimentaires, leur nature, la capacité de les assimiler et le rapprochement au processus de digestion culturelle, de préférence, de valeurs qui prédisent à nos affinités électives. Voilà, la nutrition, symptôme de la vitalité de l'individu. La nutrition, c'est une sorte de comparaison sur qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut passer de côté. Comment quelque chose d'apparemment aussi anodin et superficiel que l'alimentation peut-il en venir à constituer une question philosophique essentielle pour diagnostiquer la santé morale et intellectuelle d'un pays. C'est Patrick Corneau à qui je prends ce résumé du livre d'Arnaud Sorosina, dont je vous passe un tout petit extrait. Le voici à droite, il est tout jeune, il est professeur à Grenoble, si je ne dis pas de bêtises, et qui parle du régime de Nietzsche dans cette petite invitation à la bibliothèque de Paris 1, et où il va résumer son propos sur Nietzsche. Organiciste de la vie et de la vitalité, Nietzsche conçoit la culture comme un processus d'absorption, de hiérarchisation des contenus intellectuels, ce qui le porte à mettre en place une véritable prophylaxie culturelle également, c'est-à-dire une théorie de ce dont il faut se défier. Il y a des choses qui ne méritent pas qu'on passe du temps à essayer de les dévorer et dont il faut se prémunir. Il y en a d'autres qui méritent d'être assimilées rapidement, mais excrétées. C'est ce qui se passe, par exemple, il y a des fragments où, à propos de Dante, Nietzsche dit dans Dante, il faut le lire, mais il faut que ça fasse partie de nos déjections. Il y a une conception des fesses, il utilise le terme en latin, faeces, Nietzsche, dans des fragments posthumes, pour dire la culture, c'est un processus d'absorption, d'intussusception, mais il ne faut surtout pas retenir trop longtemps en soi. C'est-à-dire que ce qu'on mange doit contribuer à maintenir notre propre volonté de puissance. En utilisant une autre métaphore, Nietzsche écrit dans le prélude rimé du Gai Savoir, ce que j'attrape devient lumière, et charbon, ce que je délaisse, flamme, je suis un. Voilà. À part une petite amorce de philosophie du caca qui pourrait rendre intéressant à des ados la philosophie en général, il y a dans les remarques de Nietzsche quelque chose qui a rapport avec l'alimentation, c'est-à-dire et avec la culture. Peut-être qu'il ne faut pas trop s'alourdir en voulant se cultiver de trop de choses. Peut-être qu'il faut quelquefois lire longtemps un seul livre, et peut-être que d'autres fois, des livres trop indigestes ne sont pas utiles à saturer. Il ne faut pas se forcer à aller chercher trop de savoir un peu partout. Cette idée d'une pensée, d'une formation qui soit liée à une diététique, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que je mange avant de courir, qu'est-ce que je mange le soir, qu'est-ce que je mange le matin, qui serait transposée au domaine du savoir. Je trouve très pertinent cette façon de le montrer. Et le livre d'Arnaud Sorosina est intéressant. Vous voyez pour finir que Corneau précise le sommaire du livre. Il y a d'abord les amuse-gueules qui concernent les lubies alimentaires de Nietzsche, puis les hors-d'œuvre. C'est comme ça que j'ai procédé aussi. On a eu une entrée à un plat de résistance et là, on est dans le digestif, sur la question générale du régime alimentaire en prenant le cas du végétarisme. Puis le plat, ce sont les conseils diététiques que Nietzsche prodigue à celui qui aspirerait à une existence inactuelle. Et on en arrive au dessert, qui est une sorte d'alimentation nouveau régime, les nutriments fournissant aux muscles leur force explosive et au cerveau son énergie nutritive, ou les excréments propres à servir de fumier. Et puis, cerise sur le gâteau, et moi aussi j'en finirai ainsi, ceux à qui un tel repas resterait sur l'estomac pourront toujours passer au digestif et grignoter quelques mignardises en se rassurant à l'idée que Nietzsche n'est peut-être pas parvenu finalement au bout de sa propre diète. Voilà, il y a chez Nietzsche aussi, s'amuse Arnaud Sorosina, un goût pour la légèreté, pour la danse, pour la nourriture italienne qui serait légère, peut-être parce que sur son propre cas même, il est resté un lourd allemand
Mais il a, dans cette comparaison, à sortir de engloutir l'idée que quelque chose pourrait, et j'en viens à la comparaison, nous nourrir. Voilà tout pour aujourd'hui. J'ai dépassé de 3 minutes.